C'est un grand plaisir de vous retrouver dans les vidéos de Crystal Clear Electronics. En Bruges, on peut voir un petit modèle d'avion devant toi. Je suppose que tu as apporté ça avec toi comme objet personnel à nous montrer qu'est-ce qu'on doit savoir à son sujet. Oui, c'est un modèle réduit d'un avion Airbus A350 à 2 moteurs. Vous pouvez le voir ici. J'adore les avions pour de nombreuses raisons, la principale étant leur statut de symbole de l'excellence de l'ingénierie humaine. Comme Passer au sommet, suffisant pour... c'est déjà suffisant de penser à la façon dont l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique et le côté logiciel sont tous entrelacés ici pour former une grande unité sous la forme d'un avion. Et pensez juste qu'il y a plus de 500 km de câblage dans un tel avion, représentant le côté électronique. On peut aussi penser que, comme vous pouvez le voir, celui-ci n'a que 2 moteurs. Il n'y a pas si longtemps, seuls les avions à 4 moteurs étaient autorisés à traverser l'océan, mais aujourd'hui, ils peuvent garantir un fonctionnement sûr, à tel point que même avec 2 moteurs, les chances que les 2 moteurs tombent en panne en même temps sont pratiquement nulles, et même la probabilité qu'un moteur tombe en panne est assez faible. Vous êtes assuré de faire le trajet de l'Europe vers l'Amérique. C'est le niveau de connaissance en ingénierie et ça se manifeste vraiment sous la forme d'avions. J'avais l'habitude de faire un travail qui était lié aux avions. L'un d'eux était même lié aux robots et aux avions en même temps. C'était à propos d'une petite entreprise et de nous développant un simulateur de vol dans lequel on pouvait s'asseoir. Tu étais entouré de plein d'écrans, il y avait un manche à balai, et le robot devait déplacer la personne dans le simulateur en fonction de la façon dont elle bougeait le manche. C'était important pour que, lorsque tu interviens, le mouvement de l'avion ne change pas seulement l'image, mais te donne aussi une idée de ce que c'est dans un vrai avion. C'est conçu pour être utilisé pour l'entraînement et toutes sortes de choses. et toutes sortes d'autres usages divers, L'autre travail aéronautique concernait un petit avion électrique. L'objectif était de développer un avion qui soit entièrement électrique, c'est-à-dire qu'il soit alimenté par des batteries. Et bien sûr, avec les avions, on a dit que la fiabilité était très importante. Ici, la tâche était de tester les composants électroniques qui gèrent le fonctionnement des batteries face aux chocs mécaniques et aux impacts. prend le gaz à s'appeler sur le code Nico-Eras, vérification LN. Donc, nous devions nous assurer qu'aucun problème ne se produise jusqu'aux heures de fonctionnement spécifiées. Et, au début, il y avait 1 ou 2 circuits intégrés ou condensateurs qui se détachaient des circuits imprimés, mais ensuite, bien sûr, les ingénieurs électriciens ont réglé ça, et tous les composants électriques de l'avion sont maintenant à l'épreuve des pannes. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Surtout que les batteries peuvent rendre ce sujet lié aux alimentations électriques. Voyant à quel point c'est important, revenons à nos alimentations électriques. En connaissant la définition des alimentations électriques et les caractéristiques de sortie, nous continuons avec Ambrush pour examiner les caractéristiques d'entrée et l'efficacité des alimentations. La parole est à toi. Merci beaucoup, Danny. À la prochaine vidéo. On a appris que les 3 principales caractéristiques d'une alimentation électrique sont l'entrée, la sortie, l'efficacité. On sait aussi maintenant que la tension de sortie d'une alimentation électrique peut varier en fonction de l'appareil électronique qui y est connecté, s'il n'y a pas de régulation. Maintenant, regardons les caractéristiques d'entrée et l'efficacité des alimentations électriques. Les alimentations peuvent généralement fonctionner avec une large plage de tension d'entrée. Nous allons répondre à la question de comment c'est possible. Comparons cette caractéristique avec celle du diviseur résistif, utilisé dans le dernier exemple. Pour une entrée de 7V, 83 V, apparaître à sa sortie, connecté. 5V à son entrée donnera une tension de sortie de 14,16 V. La première ne suffit pas à allumer la LED. Pendant la seconde pourrait l'endommager. Vous pouvez vérifier ces tensions de sortie avec vos propres calculs basés sur ce que vous avez appris dans la vidéo précédente. Il est important de noter que la tension à la sortie dépend malheureusement aussi de la tension d'entrée s'il n'y a pas de régulation sur l'alimentation. Nous verrons la régulation bientôt, mais d'abord passons à l'efficacité de l'alimentation. L'efficacité de l'alimentation est aussi importante
Ça montre à quel point l'alimentation peut produire efficacement la tension de sortie à partir de la tension d'entrée. Cette efficacité est définie comme le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée. L'efficacité d'une bonne alimentation est d'environ 100%, c'est-à-dire que la puissance de sortie est presque la même que la puissance d'entrée. Dans le cas d'un appareil alimenté par batterie, l'efficacité est particulièrement importante, la puissance de sortie est presque la même que la puissance d'entrée. Dans le cas d'un appareil alimenté par batterie, l'efficacité est particulièrement importante. Comparons combien de temps un appareil peut fonctionner sur batterie en utilisant deux alimentations avec des efficacités différentes. Dans le diagramme, vous pouvez voir la puissance d'entrée et de sortie, et nous avons aussi une autre figure avec le diagramme temporel. Par exemple, si nous voulons charger notre téléphone avec 1A de courant et 5V de tension, cela signifiera une consommation de 5W. C'est un chargeur avec 90% d'efficacité. Comme vous pouvez le voir dans la formule, la puissance d'entrée est donnée en divisant la puissance de sortie par l'efficacité. Donc je divise 5 watts par 90%, ce qui donne 5,56. Des watts de puissance devraient être tirés par l'alimentation. Une alimentation de 56 W est nécessaire pour l'élément TAPMAX? En comparaison, la formule de charge avec une efficacité beaucoup moins bonne de 50% est la puissance de sortie divisée par l'efficacité, c'est-à-dire 5 watts divisé par 50%, donc il faut 10 watts pour alimenter. Une batterie de 12 watts dure 2,16 heures. Si nous faisons fonctionner les chargeurs à partir d'une batterie de 12 Wh, la première alimentation pourra fonctionner pendant 2,16 heures. En 16 heures, en revanche, l'autre ne fonctionnera que 1,2 heures, donc nous pourrons moins charger notre téléphone. Voyons comment nous avons obtenu ces durées. Les heures ont été calculées en divisant 12 Wh par la puissance d'entrée de 5,56 watts m/2 heure, en divisant 12 Wh par la puissance d'entrée de 10 watts. Donc, on peut voir que pour économiser de l'énergie, il est important que l'efficacité soit aussi proche que possible de 100%. Dans ce cas idéal, qui n'existe bien sûr pas dans la réalité, l'énergie consommée par l'alimentation apparaîtrait à la sortie sans aucune perte. Et qu'est-ce qui se passe avec la perte? Où va l'énergie si ce n'est pas à la sortie? Excellente question et très importante aussi. L'efficacité, pas seulement très importante pour économiser de l'énergie. L'alimentation convertit les pertes principalement en chaleur. En d'autres termes, elle les dissipe. Une alimentation avec une efficacité de 90% par exemple, convertit les 10% restants de l'énergie en chaleur, tandis qu'une alimentation avec une efficacité de 50% convertit 50% de l'énergie d'entrée en chaleur. Cela signifie que pour la même puissance d'entrée, notre alimentation va chauffer 5 fois plus dans ce dernier cas, et la chaleur générée doit être dissipée d'une manière ou d'une autre. Pour de grandes quantités de chaleur, un refroidissement à l'eau peut être nécessaire, mais un dissipateur thermique en aluminium fera généralement l'affaire. Dans ce cas, le dissipateur thermique transfère la chaleur à l'air. En revenant à la configuration du diviseur de tension dans la vidéo précédente, il est important de noter qu'une grande quantité de puissance est dissipée sur la résistance R1, donc l'efficacité de cette solution de diviseur de tension est très mauvaise. Maintenant, nous connaissons les caractéristiques de base des alimentations. Dans notre prochaine vidéo, nous allons enfin assembler une alimentation régulée. Restez à l'écoute pour plus. Au revoir. Au revoir.